Bookmakers. Les écrivains au travail par Richard Guettet Sur Arte Radio. À quoi tu penses ? Je pense que je commence toujours à douter quand trop de gens sont d'accord avec moi. À quoi tu penses ? Je pense que l'unique intérêt de toutes ces pensées, sans doute déjà exprimées par d'autres, c'est peut-être leur confrontation. À quoi tu penses ? Je pense que si j'avais été un peu plus beau, jamais je n'aurais trouvé le temps avec toutes ces femmes d'écrire un seul livre. À quoi tu penses ? Je pense qu'à coup sûr, ces cons d'extraterrestres ont aussi baptisé leur planète la Terre. À quoi tu penses ? Je pense qu'un nationaliste n'est jamais, littéralement, un homme du monde. À quoi tu penses ? Je pense que tu ne peux pas me poser des questions pareilles et espérer que je te réponde avec sincérité. Nous appelons littérature potentielle la recherche de formes, de structures nouvelles. Le 24 novembre 1960, l'écrivain Raymond Queneau et un scientifique bibliophile nommé François Le Lyonnais fondent une société secrète, le Célitex, Séminaire de littérature expérimentale, qui, à l'initiative du professeur Albert-Marie Schmitt, fut vite rebaptisé Oulipo. Qu'est-ce l'Oulipo ? L'ouvroir de littérature potentielle s'est donné pour mission d'inventer, de mettre en pratique et de répertorier toute une gamme d'exercices stylistiques guidés par de curieuses contraintes afin d'éveiller, libérer, stimuler l'imagination, de trouver des mots neufs ou de générer des effets rythmiques, poétiques ou comiques. L'exemple le plus célèbre de cette gymnastique est le roman La disparition de Georges Perec en 1968, entièrement écrit en lipogramme, c'est-à-dire en l'absence d'une lettre, la plus courante de notre langue, le E. 3 ans plus tard, le bon Georges n'utilisera plus que cette voyelle pour composer un autre roman, Les Revenantes. Les Oulipiens et les Oulipiennes se comparent parfois à un rat qui aurait construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir. Attention, cependant, ce n'est ni une école, ni un mouvement, ni une avant-garde. Il s'agit plutôt d'un laboratoire que ces grands enfants souriants auraient caché au cœur d'une cour de récréation textuelle en se réunissant un jeudi par mois à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, en public, pour présenter leurs travaux farfeludiques. Dans ce deuxième épisode, conçu comme une opération d'oulipossuction, nous allons entendre le président Letellier énoncer les règles invisibles qui donnèrent naissance aux poésies bizarres de son recueil Indiens, ainsi qu'aux 14 inventeurs fêlés qui peuplent les nouvelles de sa remarquable Encyclopædia Inutilis. Il explicitera également la discipline qui lui a permis de produire 1000 réponses à cette question cruciale. À quoi tu penses ? Rassemblées dans son ouvrage « Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable », vendu à plus de 20 000 exemplaires au fil des rééditions. Oulipipip, hurrah ! Hervé Letellier. Parfois, on entend des enfants dire « Quand je serai adulte, je serai oulipien » et leurs parents de répondre « Il faut choisir, mon enfant, tu ne peux pas être les deux. » Avant de rentrer dans vos labyrinthes textuels, nous devons faire un retour en arrière. Pourriez-vous nous dire comment et quand vous avez pris connaissance pour la première fois de l'existence de Raymond Queneau et de Georges Perec, ces deux oulipiens majuscules que vous citez, samplez, reprenez, prolongez, auxquels vous rendez hommage dans quasiment tous vos livres, tous vos entretiens, toutes vos interventions publiques. Par lesquels de leurs livres avez-vous commencé ? Qu'est-ce que ça bouleverse dans votre vie ? Qui arrive en premier ? Queneau, Perec, Marie-Jo Perec ? Je me souviens que Libération avait titré, lorsque Marie-Jo Perec, qui était une coureuse de fond, avait quelque peu disparu, ils avaient titré « La disparition de Perec ».
Moi, j'ai commencé par Queneau, et j'ai commencé par découvrir Raymond Queneau à travers deux choses. Les exercices de style, c'est quand même incroyablement séduisant. J'ai dû les voir au théâtre quand j'avais 15 ans ou 16 ans. Et puis, j'ai découvert Zazie dans le métro, à l'âge de 16 ans également. Une adorable chronique familiale familiale. dans le Paris populaire. Que c'est sans être. Ça n'est pas que ça. Ce qui m'a vraiment donc intéressé chez Queneau, ce sont ces deux livres. L'un parce que c'est une exploration des genres et que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et puis l'autre parce que, évidemment, il y a ce côté jeu avec le langage, d'où qui put donc tant, mon cul. Mon cul. Le célèbre mon cul. Ah oui, c'est une réponse de Zazie quand elle en a marre. Quand elle a marre, elle dit mon cul. Mon cul. Ouais. Et donc ce jeu avec la langue qui fait que François Mauriac dira « ça n'est pas de la littérature », ça m'a toujours intéressé. Et puis après, j'ai découvert chez Queneau quelque chose qui est beaucoup plus intéressant encore, qui est sa poésie. Ce qui devrait rester de Queneau, c'est sa poésie, plus encore que ses livres. C'est une poésie qui est à la fois désespérée, à la fois très ludique, avec un jeu, avec la forme qui va au bout. Il peut faire des sonnets sur l'histoire d'un type qui va voir les lions et qui se fait bouffer la main, y compris dans ses chansons. Je veux dire, si les chansons pour Gréco, si tu crois que ça va durer toujours. Ça va durer toujours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleils et planètes tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. C'est vraiment Villon, c'est vraiment Ronsard, c'est vraiment cette idée de la finitude de l'étincelle de la jeunesse. Et il y a ça en permanence, cette nostalgie chez Queneau, qu'il exprime mieux que personne dans ses poésies. Et puis un deuxième travail chez Queneau, évidemment, qui m'intéresse, c'est le travail d'imitation et de pastiche. La dernière chose, c'est cette idée de permutation qui lui donne naissance aux 100 000 milliards de poèmes. Alors ce sont, rappelez-vous, 100 000 milliards de poèmes, donc 10 puissance 14 poèmes. C'est un livre-objet dans lequel il y a 10 poèmes les uns sur les autres, et comme ce sont des sonnets, il y a 14 vers. Pour chacun des vers, il y a 10 possibilités, puisque ce sont des languettes. On peut bouger ces languettes. On peut donc choisir un vers parmi les 10 pour le premier vers, un vers parmi les 10 pour le deuxième, ce qui fait déjà 100 possibilités. Et puis plus on avance, plus il y a de possibilités. Et quand on arrive au bout, il y a 100 000 milliards de poèmes différents. Le roi de la Pampa retourne sa chemise. Pour la mettre à sécher aux cornes des taureaux. Le corne-bif, en boîte, empeste la remise. Et fermente de même et les cuirs et les peaux. Je me souviens encore de cette heure exquise. Les gauchos dans la plaine agitaient leurs drapeaux. Nous avions aussi froid que nus sur la banquise. Lorsque, pour nous distraire, y plantions nos tréteaux. Du pôle à Rosario, fait une belle trotte. Aventure, on nue. Qui s'y pique, s'y frotte. Lorsqu'on boit du maté, l'on devient argentin. L'Amérique du Sud séduit les équivoques. Exalte l'espagnol, les oreilles baroques. On s'excuse. Il n'y a ni baleine, ni phoque. Raymond Queneau, 100 000 milliards de poèmes. Bien sûr, c'est pas le premier. Les grands rhétoriqueurs, à la fin du Moyen-Âge, avaient joué avec cette idée de la permutation. Mais lui en fabrique véritablement un objet qui est manipulable par tout un chacun. Est-ce qu'on passe à Pérec ? Pérec, c'est plus tard, vers 18-19 ans, où je lis La disparition. On m'avait dit, c'est dingue, il y a un type qui a écrit un livre sans la lettre E, et je trouve l'idée absolument formidable, j'essaie de faire pareil, je me rends compte que c'est quand même très compliqué, et j'abandonne. Ensuite, je vais lire un autre livre de Pérec qui s'appelle « Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ». Très bon titre. Oui, très bon titre, qui effectivement
explore lui aussi toutes les possibilités du langage, toutes les figures de style. Il y a des métaphores, il y a des anabates, il y a de tout. Tout en accompagnant le récit Qui parle d'un type qui va faire la guerre d'Algérie. Ah oui. Voilà. Et ce livre est extrêmement drôle. Ensuite, j'ai lu La vie mode d'emploi. Dont on rappelle très brièvement le principe. Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire de Barthelbouf, qui est une affaire de puzzle et qui est une sorte de roman dans lequel il y a des centaines d'histoires, toutes différentes, toutes mêlées, toutes qui interagissent les unes avec les autres. Organisées sur une façade d'immeuble qui est le 11 rue Simon Crubelier. Et il va recevoir le prix Médicis pour ça. Et en 1978, au moment où il fait paraître un autre livre qui s'appelle « Je me souviens » et qui est lui aussi quelque chose qui va beaucoup m'influencer parce que c'est un travail sur la liste et que j'aime les listes et que je découvre à ce moment-là combien la forme courte est à l'origine d'œuvres véritablement et pas uniquement de travaux minuscules. Je me souviens, pour celles et ceux qui l'ignoreraient, c'est un recueil de bribes de souvenirs rassemblés par Pérec entre 1973 et 1977, échelonnés pour la plupart entre sa 10e et sa 25e année, et l'idée et la forme éclatée par fragments ont été inspirés à Georges Perec par le livre « I Remember » de l'artiste américain Joe Brainard, qui en publia, lui, les premiers fragments en 1970. Et qui est un livre différent, parce que le livre de Joe Brainard, qui commence toujours par « I Remember », raconte avant tout sa vie de jeune beatnik homosexuel, et ce sont donc des souvenirs très personnels. C'est Harry Matthews, membre de l'Oulipo, qui va montrer ce livre à Pérec. Faire pareil n'est jamais faire pareil, parce qu'on fait quelque chose de différent, avec une idée originelle qui n'est pas nôtre, mais qu'on s'approprie. Donc il va écrire les « Je me souviens », qui une fois de plus ne seront pas de la littérature, vont dire certains, et qui néanmoins sont des souvenirs collectifs générationnels. C'est-à-dire que si vous êtes né dans les mêmes années que Pérec, vous avez ces mêmes souvenirs-là. Aujourd'hui, le lire devient très compliqué, parce qu'on ne se souvient de rien. Reprendre la contrainte d'un autre, vous le ferez souvent. Vous le ferez notamment dans votre roman « Assez parlé d'amour » où le personnage d'écrivain offre 40 souvenirs d'elle à la femme qu'il aime le jour de ses 40 ans. Oui, d'abord 40, dans beaucoup de civilisations, c'est beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est Ali Baba et les 40 voleurs. Oui. Je ne vais pas te le répéter 40 fois. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup ? On l'oublie, mais c'est parce que c'est 2 hommes. Parce que c'est 2 fois le nombre des doigts des pieds et des mains réunis. Et donc, ces 40 ans qui sont tellement vécus de manière symbolique justifiaient les 40 souvenirs. En plus, ça correspondait à un livre que j'avais vraiment déjà écrit, donc j'insérais un livre que j'avais vraiment écrit pour quelqu'un dans le livre lui-même, que je trouvais être un hommage tout à fait respectueux, puisque je n'y racontais rien de trop intime. Souvenir numéro 8. J'ai entendu l'eau couler. J'ai ouvert en secret la porte de la salle de bain et je te regarde. Tu es nu, tu prends ta douche. Une de tes amies t'a pourtant donné un conseil de femme infidèle. Jamais sentir le savon quand on rentre le soir chez soi. C'est, en les circonstances, difficile de s'en passer, mais du moins faut-il que ce savon soit le même que l'usuel. Je me le suis procuré. Tu cambres le dos, tu évites de te mouiller les cheveux pour que leur humidité ne te trahisse pas. Souvenir numéro 16. Le téléphone sonne et c'est toi. Tes seins sont énormes, c'est ton mot, car tu es enceinte, tu n'en doutes pas un instant. Je connais mon corps, dis-tu, sans appel. Je suis à Roissy, je vais embarquer pour Berlin et, croyant à ta grossesse, ne ressentir aucune frayeur à cette perspective me révèle une évidence. Je veux une vie avec toi. Tu raccroches et me voici pour quelques heures le père potentiel d'une petite Sarah, d'un petit quoi déjà, Jude ? Et en dépit du drame annoncé, des larmes prévisibles, des déchirements, tu sais quoi ? Je suis heureux. Souvenir numéro 28. Fais attention à toi. Ce sont les mots sur lesquels tu vas partir. Vraiment partir. Nous sommes debout,
à côté de ta voiture, face à la gare de l'Est. C'est décembre, il fait très beau. Machinalement, je traverse la rue, en prenant garde au bus 31 qui passe en trombe. Je n'ai aucune envie de mourir. La douleur me rend incroyablement vivant. Souvenir numéro 33. Un SMS fait vibrer le téléphone. Je regarde l'heure et je sais que tu l'as pianoté du Kennedy Airport, où tu dois embarquer sur le vol AF 544 New York Paris-Charles de Gaulle. Prise de panique avant de monter dans le Boeing, tu m'écris: s'il m'arrive quelque chose, mes cahiers de l'année 2007 sont à toi. C'est votre mentor, Paul Fournel, le patron des éditions Segers, celui qui publie votre premier livre au début des années 90. C'est Paul Fournel qui vous fait entrer à l'Oulipo, où vous avez été coopté en 1992. Vous racontez de temps en temps que lorsqu'un Oulipien ou une Oulipienne arrive à l'Oulipo, il ou elle se rend compte qu'il ou elle a toujours été Oulipien. Dans leur histoire personnelle, dans leur goût, dans leur appétence, ils ont toujours eu cette tendance à l'oulipisme, en rappelant que beaucoup d'enfants présentent naturellement et sans se forcer une disposition ludique avec la langue. Mais pourquoi tant d'adultes cessent de jouer avec les mots ? J'ai jamais cessé de jouer. C'est compliqué de continuer à jouer lorsqu'on est pris par le monde tel qu'il est, par les contraintes sociales, par la vie, par les enfants. Tout prend de la place. Et il y a un certain sacrifice d'ailleurs que les écrivains font de leur vie personnelle lorsqu'ils restent écrivains. Et leurs enfants leur reprochent parfois. J'espère que mon fils me le dira jamais, mais c'est pas tout à fait impossible qu'il me le ressorte un jour. Vous utilisez parfois une métaphore que j'aime bien pour parler de l'Oulipo, celle du tuyau d'arrosage. Pourriez-vous la refaire couler ici ? Lorsqu'on a un tuyau avec pas d'embout, tout le monde a constaté que le jet d'eau n'a jamais très loin, ça dépendait de la pression. Mais par contre, justement, si on appuie sur le bout du tuyau, on crée en général 2 jets, parce qu'on n'appuie pas très très bien, mais on va réussir à arroser le bout du jardin, en créant cette pression sur le tuyau. Et il m'a semblé qu'on pouvait comparer la langue et le débit, et qu'en appliquant une pression, on exerçait une contrainte justement sur la fiction, sur la langue elle-même, qui permettait d'aller plus loin. Dans les romans, on fait apparaître des situations nouvelles. Par exemple, dans Assez parlé d'amour, qui est construit sur un jeu de dominos. Alors, le jeu des dominos Abkhaz, qui est une authentique république d'Europe de l'Est, située à l'intérieur de la Géorgie. Exactement. L'Abkhazie, dans lequel on joue aux dominos. Mais les dominos Abkhaz n'existent pas. J'ai inventé ça pour les besoins du roman. J'ai réussi à faire rentrer d'ailleurs les dominos Abkhaz dans Wikipédia. J'en suis pas mécontent. Et d'ailleurs, je pense qu'en le disant, ça va disparaître du jour au lendemain. Le principe donc du jeu de dominos dans ce livre, comme chacun sait, il y a 28 dominos. C'est-à-dire qu'il y a 7 doubles, qui sont les doubles 0, double 1, double 2 jusqu'au double 6. Et puis tous les autres qui sont le 0,1, 0,3, 2,4, etc. Donc la logique, lorsqu'on pose ces dominos les uns après les autres, et qu'on fait un roman avec, c'est d'associer chacun de ces nombres à un personnage. J'avais 6 personnages qui allaient de 1 à 6, et j'avais des personnages secondaires qui occupaient la place du 0. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, que je jouais au domino Abkhaz, est apparue la nécessité de poser le domino 3-6. Et le domino 3-6 correspondait aux 2 femmes, qui n'avaient aucune raison de se rencontrer. Elles avaient toutes les deux un goût assez prononcé pour les vêtements. Et je les fais se rencontrer dans un magasin où, confrontées à la même robe, l'une décide de la porter et l'autre décide de ne pas la prendre parce qu'elle est quand même un peu trop courte, un peu trop voyante. Et comme tout le roman portait sur une question qui était la question de l'ambivalence et la question de la capacité à choisir entre 2 hommes, en l'occurrence pour ces 2 femmes, l'une décidait et l'autre pas. Et ce moment créé par la contrainte m'a amené à créer un chapitre qui était un chapitre qui, d'une certaine manière, était le résumé de tout le roman. Vous fêterez l'an prochain vos 30 ans à l'Oulipo. Pourriez-vous citer des choses très précises, des techniques apprises sur place qui vous ont personnellement beaucoup servi et dont vous ignoriez tout avant d'y mettre les pieds ? L'une d'elles, c'est la morale élémentaire.
une forme poétique inventée par Raymond Queneau, qui est une succession de lignes, de substantifs et d'adjectifs sans article. Micro noir, table basse, fauteuil confortable, etc. Et le tout 12 fois, puis suivi par 7 vers de 1 à 5 syllabes, et enfin une dernière salve de substantifs adjectifs 4 fois de suite. Et je me suis rendu compte à quel point c'était une forme incroyablement fertile aussi en termes de production poétique. Il y a une sorte d'harmonie presque asiatique, c'est normal parce que c'est Queneau à la fin de sa vie qui invente cette forme et qu'il est très tenté par le yin, le yang, l'unité des contraires, qui se retrouve dans son dernier livre, qui s'appelle d'ailleurs Morale élémentaire, et c'est pour ça que cette forme-là s'appelle Morale élémentaire. Et ça marche non seulement bien pour soi, mais ça marche aussi en atelier, avec quasiment tous les âges, à partir du moment où les enfants ont compris ce que c'est qu'un substantif et qu'un adjectif. Dans votre œuvre, où est-ce qu'on peut trouver des morales élémentaires ? Dans Indien. Dans le recueil de poésies indien. Alors ceci a été écrit à partir d'une photographie qui m'avait été imposée lors d'un festival de photos. Et c'était une femme en lingerie. Yeux fiévreux, mains inquiètes, cheveux ordonnancés, tourments composés, matité corporelle, peinture faciale, obscurité lingère, déshabillage travaillé, hanche 90, taille 60, poitrine 90, format canonique. Je fais ma jolie, je fais tout ce qu'on me dit, j'ai pas la trouille. Sauf du temps qui passe. Comment ça se dit ? Vieillir en sanskrit. Passé hier, présent maintenant, inconnu demain, ruine programmée. Dans tout ce que j'ai pu lire de vous, ces recherches sous contrainte me paraissent culminer dans leur fertilité imaginative dans un recueil de nouvelles publié en 2001 sous le titre « Encyclopædia Inutilis ». Dans la première nouvelle, un homme veut mettre de l'ordre dans sa bibliothèque, mais tous les livres se décalent, augmentent ou diminuent d'un chiffre dans le titre, ce qui a des effets sur l'intrigue. Les 3 mousquetaires deviennent les 4 mousquetaires, Tintin est maudit par 8 boules de cristal, Antonin Artaud a écrit « Le théâtre et son simple », Homère a écrit non pas l'eau 10 mais l'eau 11, puis toute la langue se détraque devant ce cas non pas très intéressant, mais 14 intéressant. Comment se sont écrites ces nouvelles ? Je pars de la contrainte, et puis d'une idée un peu bizarre. Le livre contient donc 12 fous. Par exemple, il y a une des nouvelles qui s'appelle le catalogue influençable, qui est l'histoire d'un catalogue d'une marque de meubles suédois. Laquelle ? Vous allez savoir. Je crois qu'il est placé sur la légende des siècles. Donc ce texte en alexandrin de Victor Hugo influence le catalogue, qui fait qu'au bout de quelques heures, les mots intérieurs sont changés. Toutes les descriptions des meubles sont en alexandrin. Comment vous organisez les conditions de ce remue-ménage ? On chamboule des choses dans la langue ou dans la logique du monde, un peu comme un plan incliné où les choses se mettent en mouvement naturellement parce qu'on a poussé le crayon et qui va tomber et dévaler le long de la pente. Dans Moi et François Mitterrand, ce texte qui vous avait été commandé au départ par votre ami François Morel, initialement prévu pour la scène et qui est devenu par la suite un livre, publié en 2014. L'idée est extrêmement simple. C'est un homme qui est fasciné par le président de la République, qui lui écrit une lettre à laquelle il reçoit une réponse, mais cette réponse, c'est la lettre type de l'Élysée. Il la prend comme une lettre personnelle. La prenant comme une lettre personnelle, il va répondre en disant « merci de votre réponse » et il envoie une deuxième lettre très personnelle, lui. Et il reçoit de nouveau la lettre type. Et là, il la reçoit comme une lettre de nouveau très personnelle dans laquelle il reconnaît le style. Et puis, plus ça s'installe, plus cet homme qui ne fait que recevoir indéfiniment la même lettre s'installe dans une fiction personnelle où il entretient une relation vraiment très intime avec le président de la République. Et avec tous ses successeurs. Et avec tous ses successeurs dont il ne cesse de recevoir la lettre type. Le texte qui ne change pas d'une virgule. Sauf la date. Ouais. Et donc, il croit qu'il correspond avec Chirac, il compare la lettre de Chirac avec celle de Mitterrand. N'importe qui peut voir que c'est les deux mêmes, mais lui, il dit « n'est pas François Mitterrand qui veut ». Donc, on voit que là, ce qui est absolument fascinant en termes d'écriture, enfin, pour quelqu'un qui se lance dans ce projet, c'est qu'il n'y a rien à part cette idée toute bête de ce type qui reçoit tout le temps la même lettre.
Et il faut tenir avec cette idée sur 80 pages pour faire un spectacle. Nous nous sommes régulièrement écrits pendant plus de 10 ans. Et puis, vers la fin du second septennat, il y eut l'incroyable affaire des écoutes. Selon le Libération du 2 avril 1993, le président avait mis en place une cellule chargée d'écouter certaines personnes, dans le but de protéger sa famille cachée. En tant que citoyen, je fus choqué. Mais préférant ne pas gâcher notre amitié, je ne m'en ouvris pas à François. Un peu plus tard, en 1995, j'eus une violente rage de dents, due à un abcès sous la prémolaire supérieure gauche. Attendant mon tour, dans la salle d'attente de mon dentiste, j'ouvris par un de ces hasards providentiels un vieil exemplaire du Point consacré à l'affaire. Le magazine publiait la liste des écoutés. Mais, eh oui, c'est stupéfiant, mon nom n'y figurait pas. Comment était-ce possible ? À peine rentré chez moi, je pris ma plume. Cher François, jamais je n'aurais trahi notre complicité. Jamais je ne m'en serais vanté. Jamais non plus je n'en aurais tiré profit. Quoi qu'il en soit, les faits sont têtus et indéniables. Je n'ai pas été mis sur écoute. Après un temps de perplexité, la seule conclusion plausible s'est imposée. C'est à toi, et à toi seul, que je dois que mon intimité n'ait pas été violée. Toutefois, j'aimerais que tu m'apaises. Pourquoi cet usage de la force de l'État à ton seul profit ? Pardonne la brièveté de cette lettre, dont l'acrimonie est bien moins responsable, crois-moi, que l'effet de l'anesthésie locale de ma mâchoire suite à l'arrachage d'une prémolaire supérieure gauche. Ton ami fidèle, Hervé. Hervé Letellier. Se soumettre à ce genre de contraintes donne, dites-vous, des impulsions, des mots neufs, traces, des chemins de traverse auxquels on n'aurait pas pensé, en précisant des chemins pour chèvres, pas des voies romaines. Grâce à la contrainte, vous allez donc ailleurs, et via ces chemins de traverse apparaissent des idées nouvelles. C'est un moyen d'éviter, je vous cite, une immédiateté parfois source de banalité. Vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues pour éviter les platitudes ? Oui, je me ralentis. On ne se rend pas compte à quel point on a des schèmes narratifs en tête en permanence. La construction à partir de contraintes fait échapper partiellement à ces clichés. Vous précisez aussi qu'écrire sous contrainte ne garantit pas la qualité. À l'Oulipo, on ne pense pas que ce soit la bonne façon d'écrire, ce qui est chouettement paradoxal. Je n'ai pas lu énormément de textes sous contrainte, mais j'ai parfois l'impression, quand ça m'arrive, de voir un très habile jongleur. Or, le jonglage, bon, au bout de quelques minutes, je crois que j'ai compris. Le sommet, j'imagine que c'est quand la contrainte permet de dire des choses très profondes, ou très drôles, ou très bizarres, ou très subversives, enfin, bref, très originales. Est-ce que les contraintes oulipiennes ont pu faire naître un jour un texte politique ? Incontestablement, les poèmes de Jacques Jouet. D'abord, il a un projet, le PPP, le projet poétique permanent, qui consiste à envoyer un poème à chaque Français. 70 millions de poèmes ? 70 millions de poèmes, écrits par des gens qui ont commencé par travailler avec le département de l'Ain, évidemment. Dont je suis originaire, donc ça tombe bien. Vous avez peut-être votre chance de recevoir un poème. Et qui donc envoie des poésies à chacun des habitants du village, par la poste, avec une possibilité ou non de répondre. Donc ça, c'est un projet politique, c'est un projet d'inscription de chacun dans un univers de langue, dans un univers poétique. Il a aussi inventé les poèmes paysagers. C'est un moment de déplacement du regard où on décrit le monde en partant de la gauche en allant vers la droite. Il est à Drancy et il fait locomotive, 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 locomotive. Toutes ces locomotives qui vont traverser le monde. Locomotive. On voit le paysage. Le tracteur. Il bouge lentement le long du paysage. Le tracteur. Je me demande si l'on me voit. Du tracteur. C'est un peu marrant quand même. Mais c'est un peu marrant. Mais c'est pas fait pour être uniquement une description triste du monde. C'est drôle. C'est drôle. Parce qu'en fait, ce sont des poèmes
humoristique, parce qu'on peut aussi faire ça chez soi, en étant dans son dressing et en regardant chemise blanche, chemise blanche, chemise blanche, chemise noire, chemise à jeter, chemise à laver, chemise blanche, chemise blanche. Voilà, et on est simplement chez soi et on fait ça tout seul. Vous avez découvert sur le tard le travail de l'écrivain chilien Roberto Bolaño, l'auteur des Détectives sauvages ou de 2666, et celui-ci vous rappelle certains traits de caractère oulipien, le jeu, la virtuosité ou, je vous cite, la fausse érudition. C'est quoi ça, la fausse érudition ? Je crois que j'aime bien cette idée. La fausse érudition, c'est la création d'un univers culturel à partir d'éléments qui n'existent pas. Il y a beaucoup ça chez Borges, évidemment. Et chez Bolaño, il y a un livre en particulier qui correspond à ça, qui s'appelle « La littérature nazie en Amérique », dans lequel il fait le portrait, la biographie d'une petite soixantaine d'écrivains oubliés qui tous ont une histoire dans le nazisme et dont on raconte les destins tragiques, si on peut dire, et l'ignorance dans laquelle le monde a été de leur production. Donc ça fait une sorte de portrait dérisoire d'écrivains un peu tarés, et je trouve ça toujours fortement intéressant. Je trouve que c'est un moyen de traiter en fait le roman, la fiction, qui est un peu vertigineux parce que il y a cette idée d'un monde qui est parallèle, qui n'existe pas, mais qui pourrait exister. Vous avez publié un livre, Esthétique de l'Oulipo, qui, je crois, est une partie de la thèse que vous avez rédigée sur la question. Est-ce que cette thèse a un rapport avec le DEA de linguistique que vous obtenez en 2002 à l'Université de Paris et qui permet à votre mère d'être enfin fière de vous parce que vous avez un doctorat et qu'on peut vous appeler docteur ? Je rappelle que votre mère ne lit pas vos livres et n'est jamais venue aux événements qui concernent votre vie d'écrivain. J'avais un DEA de traduction d'anglais et j'avais un DEA de mathématiques. Donc ces deux DEA m'ont permis de m'inscrire en thèse de linguistique. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était de regarder ce qui se passait avec l'Oulipo. Un sujet sur lequel on n'avait pas assez élaboré. Il y avait bien sûr l'Atlas de littérature potentielle, il y avait ce livre, La littérature potentielle, mais il n'y avait pas finalement une réflexion sur la classification par niveau culturel des contraintes. Ça me permettait d'aborder la question de la place de l'Oulipo dans la ville, d'aborder l'intertextualité, les péri-oulipiens, donc des gens qui ne sont pas des oulipiens mais qui font comme nous, un peu partout dans le monde. Qui font de la prose sans le savoir, comme M. Jourdain. C'est ça, qui font de l'oulipisme par plagiat, par anticipation, ou qui font des choses qui vont ensuite être réutilisées par les oulipiens. Lewis Carroll. Ça permet à certaines personnes de m'appeler docteur, et même maintenant, en Italie, professore, ce qui est quand même le stade ultime. Ingegnere, dottore, professore. Avec quelle discipline, à quel rythme avez-vous écrit Demande aux muets, 115 dialogues socratiques de qualité, votre série de conversations courtes où un maître, d'une intelligence relative, répond à son disciple, guère plus malin. J'en donne un exemple. Pour l'aveugle, l'oiseau chante. Pour le sourd, l'oiseau vole. Qui dit vrai, ô maître ? Demande aux muets, disciple. J'ai écrit ça sur une assez longue période parce que j'écrivais les dialogues dans un magazine, pour prendre l'exemple du sourd et du muet. J'ai lu quelque part un proverbe chinois, pour le sourd, l'oiseau vole, pour l'aveugle, il chante. Je trouve ça merveilleux comme idée. Après, le demande au muet est une logique évidente. La question posée au maître exige une réponse absurde. Mais souvent, je partais d'idées fortes du zen et je les déformais pour les amener vers la logique absurde. Dans Les Amnésiques, dont il y a vécu d'inoubliables, j'avais la même démarche. Je me souviens d'avoir pensé au début du roman d'un tricheur de Sacha Guitry, qui commence, si vous vous souvenez bien, par le fait qu'il est le seul survivant d'une famille qui a mangé des champignons, et comme il n'a pas été sage, il a été privé de l'omelette. Tout le monde meurt sauf lui. Et ça a fait naître chez moi une des pensées des amnésiques, c'est « À quoi tu penses ?» Je pense que tous les champignons sont comestibles, certains une fois seulement. C'est juste la relance d'une idée absurde. C'est un jeu de gymnastique, c'est un jeu de coq à l'âne. Quelqu'un m'a dit « Mais tu sais que ça, c'est un proverbe birman ?» Je dis « Ah bon ? Un proverbe birman sur les champignons ?» Il m'a dit « Non, le proverbe birman dit
On peut toujours caresser un tigre, mais une fois seulement. C'est à la fois réjouissant, parce qu'on se dit « Ah, tout le monde pense la même chose », et puis c'est un peu décevant, parce qu'on se dit « Oh zut, c'est pas neuf ». Parmi les 1000 réponses à la question « À quoi tu penses ?» pour ce livre intitulé « Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable », j'aimerais savoir quel tri vous faites entre deux registres aussi éloignés que le noble trait d'esprit que l'on peut trouver page 141. À quoi tu penses ? Je pense qu'un nationaliste n'est jamais littéralement un homme du monde. Et la blague potache que l'on trouve page 142. À quoi tu penses ? Je pense qu'ils ont tout rénové dans ton immeuble, sauf la concierge. Ah oui, c'est pas très sympa ça. J'avais 4 ou 5 lignes fortes de pensée pour la construction des amnésiques. Une première ligne qui était ce qu'on peut appeler le Witz, le trait d'esprit, de l'ordre vraiment de la petite fulgurance qui était plutôt drôle, dont relève d'ailleurs l'homme du monde. Hein. La deuxième qui était aussi la pensée destinée à quelqu'un, qui parle de la vie quotidienne, qui est cette petite phrase idiote sur la concierge. Une ligne entière de pensée qui était des pensées sur la vieillesse, sur la mort. Une ligne entière consacrée au rapport avec les autres. Et puis une dernière ligne encore qui était ce que j'appelle, moi, les pensées plates. C'est des pensées qu'on a tous, qui sont un peu absurdes, mais qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir, comme par exemple, je pense que quand on est sur l'autoroute, on aperçoit de jolis châteaux où on aimerait bien habiter, et puis on se souvient qu'ils sont près de l'autoroute. Et j'adore travailler la pensée plate parce que je trouve qu'en fait, elle dit quelque chose de notre bêtise naturelle. J'ai eu aucun problème pour les 300 premiers. Aucun. Après, j'ai commencé à galérer, j'avais ce projet de 1000. Et donc, j'ai commencé à chercher de l'aide, quoi. Et chercher de l'aide, ça voulait dire lire d'autres choses qui étaient de la forme courte. Et de voir ce que ça m'inspirait. Exemple, les Grégarias, de Ramón Gómez de la Serna, sur lesquels j'ai pu m'appuyer pour trouver d'autres choses. Exemple aussi, des textes de Jean-Paul Dubois. Pour trouver d'autres couloirs de pensée. Ouais, d'autres couloirs, absolument. Faire naître à partir de formes extrêmement courtes des choses qui étaient très différentes de ce que je lisais, mais qui naissaient de la diversité incroyable de la pensée de l'autre. Je jouais à saute-mouton avec ces pensées-là. C'était absolument jamais du plagiat, absolument jamais de la paraphrase, juste une manière de prendre appui sur quelque chose pour trouver autre chose. Un jour, vous êtes contacté par le rédacteur en chef du Monde.fr, Boris Razon, qui travaille aujourd'hui à Arte, tiens donc. Il avait lu votre livre « Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable » et vous propose de livrer un billet quotidien sur le site du Monde, ce que vous ferez pendant 15 ans à partir de 2001 sous le titre « Le papier de verre ». Contrainte formidable, un peu angoissante pour les bavards comme moi, il ne faut écrire que 150 signes, voire 130 signes, une phrase ou deux. Vous avez écrit comme ça 7000 à 8000 aphorismes. En voici un que je cite de mémoire et qui vous a valu quelques réactions houleuses. Maurice Papon a souhaité être enterré avec sa Légion d'honneur. Je suis pour le tri sélectif des ordures. Oui. Vous mettez parfois 1 heure ou 2 pour écrire ces traits d'esprit. Une fois les thèmes choisis, j'essaie, dites-vous, de trouver la tournure, la formule, et je fais réduire, comme les champignons dans la poêle, avec autour de vous des dictionnaires, toutes sortes d'ouvrages pour retourner les mots dans tous les sens. Quels autres ouvrages que les dictionnaires ? Les dictionnaires de citation aussi. Donc la vraie question qui se pose à un billettiste, c'est de faire passer une pensée qui ne choque personne, qui ne soit pas une violente, mais qui fasse un peu réfléchir, et qui puisse être acceptée comme une pensée divergente de la sienne, mais d'une manière telle qu'on ne puisse pas vous en vouloir d'être radical. C'était assez intéressant comme jeu. Pour terminer sur cette partie, Hervé Letellier, je sais que vous avez un fils, dont le prénom est Melville avec 2 L et un E à la fin, comme l'auteur de Moby Dick. Puis-je vous demander ce qui présida à ce choix de prénom, et y avait-il une contrainte derrière tout ça ? Melville. Avec sa mère, Joséphine, on a eu un long débat, qu'on savait que c'était un garçon. Elle aurait voulu Charles, et moi j'aimais bien l'idée d'un prénom qui n'en soit pas un. Moi j'adore évidemment Herman Melville. Je venais de finir un livre d'aventure dans le Pacifique, qui je crois s'appelle Mardi, et puis j'étais sur Moi et ma cheminée, enfin toute une série de petits livres très courts de Melville. Et évidemment pour moi c'est Moby Dick. L'idée d'appeler mon fils d'un prénom d'écrivain ne me dérange pas. Le pauvre garçon, il a 2 prénoms. Il s'appelle Melville et Virgile.
C'est un peu lourd à porter, mais il va se démerder. Il se débrouillera très bien avec ça. Je me vois obligé, dans ce cas, de vous demander de lire le poème intitulé « Faire part » qui ouvre votre recueil indien en 2008. Faire part. Téter. Rêver. Téter. Réveiller mère. Être mimi. Téter. Rêver. Rire. Mi. Ré. Mi. Mi. Ré. Imiter le lièvre, et même le lévrier. M'aimer, émerveiller. Mériter mie et miel. Émietter verrerie, irriter mère. Lire, Lili et Riri. Elmer le limier. Être l'élève Melville Letellier. Le millimètre et le millilitre, le lemme et le litré, relié. Revêtir vieille livrée verte et mettre mitre élimé. Mirer le titi et rire. Lire le livre. Les mille, mérimer. Rimer mièvre et lèvres. Rimer milité et vérité. Lire Miller. Être ivre. Éviter télé et RER. Le métier tirelire. Éviter le rire irréel. Éviter le rite irréel. Et telle vieillerie. Lire Melville. Les lire elle. L'être. L'être réitéré. Être il et elle. Mettre l'étrier et errer. Terre et mer. Île et rive. Vivre. Rêver. Veiller et lire Melville. Veiller et relire Melville. Trêve. Vieillir. Rêver. Le lit. Vieillir. Le tertre et le lierre. Vie illimitée. Et rire, rire. Alors c'est ce qu'on appelle un beau présent. C'est-à-dire que c'est un poème écrit uniquement avec les lettres présentes dans le nom et le prénom de Melville Letellier. Et quel beau présent on fait à son propre fils. Le présent qu'on fait à un fils, c'est le présent qu'on fait aussi à un ami pour un mariage, c'est un présent qu'on fait et qui est unique. C'est Perret qui a fait ça, qui avait appelé ça les épithalames. Et c'est une forme qui m'a, moi, tout de suite plu. C'est-à-dire que je trouvais ça incroyablement puissant, parce que ça crée un corpus de vocabulaire très, très, très limité, parce que là, j'ai que 2 voyelles, le I et le E, et 5 consonnes. Donc, ça laisse peu de place à un travail narratif conséquent. On est en fait amené à écrire le texte que la contrainte impose. Je voulais raconter une vie, et j'ai pas eu beaucoup de choix. Donc raconter la vie passait par de l'infinitif en permanence, puisque j'avais pas le droit à je, à tu. Le S était interdit, le D aussi, donc toute une série de mots disparaissent. Et finalement, il en reste peut-être, je dirais 1000 ou 2000. Et avec ces 1000 ou 2000, on en a sélectionné une centaine, et on raconte une vie. À suivre sur arteradio.com.